Hello les boss, ici Meili, aka Meios. Je suis une de vos tutrices d'histologie pour le semestre. Alors, pour ce qui est de l'histologie, je sais que ça fait un petit peu peur au début. C'est une matière qui est assez conséquente et assez importante dans ce semestre. Et vous verrez qu'avec de l'apprentissage et la répétition, ça va aller. Ok, il y a beaucoup de détails, ok, c'est du par cœur, mais je vous promets que vraiment c'est rentable l'histologie, surtout avec l'embryologie. Le professeur Ambrosetti, c'est celui qui s'occupe de l'histologie pour ce semestre. Il fait pas vraiment des pièges méchants. Des fois, ok, il y a quelques ambiguïtés, mais en général, il reste toujours assez général et ça ressemble très souvent d'année en année à ses annales, à ce qu'il peut proposer en général, quoi. Donc sur ça, pas de souci. Ensuite, par rapport au S2, alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien rechargé les batteries et que tout se passe bien pour cette rentrée. Prenez le temps vraiment de bien comprendre les vidéos qu'on vous propose. C'est pas vraiment le moment de commencer à tout apprendre par cœur. Vraiment, comprenez ce qu'on vous dit parce qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup. Et ensuite, vous verrez, pour le B, tout ira bien. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Et on va commencer avec le premier cours. Donc, c'est les tissus conjonctifs. On va voir ensemble. Ensuite, on verra aussi pendant la rentrée le tissu cartilagineux. Et avec l'OEVA, vous verrez le tissu osseux et l'ostéogenèse. Il nous restera ensemble que les épithéliums glandulaires et de revêtements. C'est parti. Alors, nous allons voir aujourd'hui les différents types de cellules, la matrice extracellulaire, la classification des tissus conjonctifs et enfin l'implication en médecine. Alors, le tissu conjonctif, qu'est-ce que c'est? Alors, il va permettre d'assurer le lien entre le tissu et les organes. C'est donc un lieu de distribution et de cheminement des vaisseaux, donc de vascularisation, et des nerfs aussi. Il se compose de la matrice extracellulaire, très abondante, de substances fondamentales et de fibres. Ces fibres, ce sont essentiellement des fibres de collagène et des fibres élastiques. Ce qui est important à retenir, c'est que la substance fondamentale est amorphe en microscopie optique. Ça, je vais le répéter tout le long du cours, donc vous comprendrez mieux au fur et à mesure. Et les tissus conjonctifs, ils vont avoir donc un rôle structural, mais aussi de régulation au sein des tissus et des organes. Dans la matrice extracellulaire, on va retrouver deux grands types de cellules. Donc, les cellules qui synthétisent la matrice extracellulaire, comme les fibroblastes et les fibrocytes, et les cellules qui ne participent pas directement à la synthèse. On va donc avoir les cellules résidentes et les cellules transitoires. On va classifier ces tissus en fonction de leur composition relative en substances fondamentales et en cellules. Pour cette première partie, on va détailler ensemble tous les types de cellules qu'on peut trouver en fonction de si elles sont résidentes ou transitoires. La phrase importante pour ce début de cours, c'est que les cellules des tissus conjonctifs sont non jointives et souvent mobiles. Ça peut faire l'objet d'un piège QCM et d'ailleurs c'est assez récurrent, donc apprenez bien cette phrase, non jointives et souvent mobiles. On va commencer par les fibroblastes. Alors les fibroblastes, ce sont des cellules présentes dans tous les tissus conjonctifs. Elles vont dériver des cellules souches mésenchymateuses. Leur rôle principal, ça va être de synthétiser et de sécréter des protéines de la matrice extracellulaire. Et comme on peut le voir en bas à droite, elles ont une morphologie fusiforme, étoilée, ce sont des synonymes, à court prolongement. Donc en histologie, tout peut faire l'objet d'un piège. On peut vous mettre dans un QCM fusiforme, étoilé, à long prolongement, et ce sera faux. Donc vraiment faites attention et restez attentifs. Ce qui est aussi important pour les fibroblastes, c'est que ce sont des cellules qui sont plus actives que les fibrocytes, à ne pas confondre. Les fibrocytes, ce sont des cellules de faible activité, de petite taille et qui sont plus allongées. Passons aux adipocytes. Alors, les adipocytes, ce sont des cellules graisseuses. Elles vont permettre la mise en réserve des lipides. Et elles sont, la plupart du temps, au contact avec les capillaires. On distingue deux types, donc les adipocytes blancs et les adipocytes bruns. Les adipocytes blancs, ce sont des cellules sphériques ou polyédriques qui contiennent un petit noyau. Elles ont également donc une unique vacuole lipidique. Donc une vacuole, c'est une grosse bulle en soi, lipidique, parce qu'on a dit que les adipocytes permettaient la mise en réserve des lipides. Donc on qualifie ce tissu adipeux de uniloculaire car il dispose d'une unique vacuole lipidique. Ça, c'est à bien retenir. Donc c'est le lieu de stockage principal de la graisse. Et comme on l'a déjà dit, les adipocytes blancs, ils vont permettre la mise en réserve, mais aussi la libération des lipides. Voilà, ça c'est vraiment
le rôle principal de l'adipocyte blanc, c'est la libération des lipides. Et comme on peut le voir sur la photo, les noyaux et les organites sont refoulés dans une volumineuse, unique vacuole de graisse qui va être dans tout le cytoplasme. Les adipocytes bruns, ils sont polyédriques et eux, ils contiennent plusieurs petites vacuoles lipidiques. C'est vraiment la différence entre les adipocytes bruns et les adipocytes blancs. Les adipocytes blancs, ils ont une unique vacuole, donc du tissu adipeux uniloculaire. Et les adipocytes bruns, ils ont plusieurs vacuoles, donc du tissu adipeux multiloculaire. Il faut savoir que les adipocytes bruns sont toujours regroupés dans la graisse brune. Et leur rôle va être du coup la combustion de lipides et la production de chaleur. Donc en fait, on pourrait dire que les adipocytes blancs sont chargés de l'anabolisme et les adipocytes bruns du catabolisme en soi. Les adipocytes bruns doivent leur couleur brune aux mitochondries. Et on note aussi que les adipocytes bruns sont plus petits que les adipocytes blancs. En vrai, ça paraît assez logique. Vu que c'est plusieurs petites vacuoles et qu'ils sont toujours regroupés, forcément qu'ils seront plus petits que les adipocytes blancs qui ont une unique vacuole. Les fibroblastes et les adipocytes, ce sont des cellules résidentes, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui sont peu mobiles. Résidentes, forcément, elles ne bougent pas vraiment. Maintenant, on passe aux cellules transitoires. Comme leur nom l'indique, elles transitent, elles peuvent migrer. On va commencer par les macrophages. Faites attention à certains noms de cellules qui se ressemblent vraiment. Donc là, on va parler des macrophages. Ils dérivent des monocytes sanguins. Leur morphologie, elle est polymorphe. Ils vont contenir des lysosomes. Et leur fonction principale, c'est la défense de l'organisme, la phagocytose et la réaction immunitaire. La phagocytose, vous savez déjà ce que c'est normalement si vous avez fait SVT en terminale. Réaction immunitaire aussi, ça devrait vous dire quelque chose. Donc pour définir, la phagocytose, c'est vraiment le fait qu'une cellule puisse manger ce qui se trouve dans son environnement. Et la réaction immunitaire, c'est tout simplement un mécanisme de défense de l'organisme. Donc là, ce qui est important à comprendre et à connaître, c'est que l'on trouve les macrophages dans les tissus, mais les monocytes dans le sang. C'est pour ça qu'on dit que les macrophages dérivent des monocytes. En fait, les monocytes sont dans le sang, ils font leur parcours, et à partir du moment où ils passent le tissu, ils deviennent des macrophages. Passons aux lymphocytes. Alors les lymphocytes aussi, ça devrait vous dire quelque chose. Ils contiennent un petit noyau et un cytoplasme rare. Ce sont de petites cellules et elles sont présentes dans les tissus conjonctifs, notamment de formation lymphoïde. Donc, il y a une circulation qui est abondante dans le sang et dans la lymphe. Ils vont jouer un rôle dans la régulation de la réponse immunitaire, dans la cytotoxicité via les lymphocytes de type T et dans la réponse anticorps via les lymphocytes de type B, et les plasmocytes. Là, petit mémo, vous voyez que dans cytotoxicité, il y a beaucoup de T, donc forcément, ça cible les lymphocytes de type T. Et ensuite, la réponse anticorps, forcément, c'est les lymphocytes de type B. Les plasmocytes, ce sont des cellules qui proviennent de la différenciation des lymphocytes B, justement. Comme on l'a vu, la réponse anticorps. Forcément, il y a une activité importante de glycosylation des anticorps. Donc là, vous pouvez faire des liens, vous voyez. Le rôle, donc, c'est la synthèse et la sécrétion des immunoglobulines. Et alors, les plasmocytes, ce sont de larges cellules ovoïdes. Alors oui, il y a une morphologie différente pour chaque type de cellule, et oui, il faut la connaître, ça peut faire l'objet d'un piège. Les mastocytes, et non pas les macrophages, sont présentes dans les tissus conjonctifs de la peau, dans l'appareil digestif et dans les voies respiratoires. Ce sont des cellules ovalaires et mobiles, et leur cytoplasme est riche en granulation, notamment en substances vasoactives et vasodilatatrices. Ils ont un récepteur au fragment Fc des immunoglobulines E. Donc en fait, ils vont intervenir dans la réaction d'hypersensibilité immédiate qu'on va voir la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la réaction d'hypersensibilité immédiate ? Alors en 1, en fait, on va trouver un mastocyte avec des récepteurs au fragment Fc des immunoglobulines E. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et en fait, les immunoglobulines E vont venir se fixer au niveau des récepteurs du mastocyte. Ensuite, il va y avoir une dégranulation des mastocytes, une libération du contenu qui était intracytoplasmique, donc dans le cytoplasme. Ensuite, on va avoir une libération d'histamine et une vasodilatation latérale avec un influx de cellules sanguines. Donc elle se fait vraiment en 3 parties.
Vous verrez qu'avec le cours sous les yeux, c'est un petit peu plus clair. C'est vrai que là, c'est la toute rentrée, donc je veux pas vraiment vous noyer d'informations, d'autant plus que c'est pas vraiment l'information la plus importante du cours. Donc essayez un petit peu de comprendre, de voir un peu certains mots de vocabulaire, des granulations, libération, etc. Enfin, en tout cas dans le mécanisme, mais ne vous prenez pas vraiment la tête avec ça. On passe au grand 2, la matrice extracellulaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est un ensemble de macromolécules qui sont sécrétées par les cellules du tissu conjonctif. Donc, comme on l'a dit, la matrice extracellulaire, elle se compose de fibres, de substances fondamentales et de protéines d'adhésion. La substance fondamentale, qui est amorphe en microscopie optique, comme on l'a dit tout à l'heure, se compose de glycosaminoglycanes et de protéoglycanes. Donc il va y avoir un équilibre dynamique avec un remodelage permanent des tissus. On va passer au collagène. Donc c'est une partie assez importante du cours qui tombe assez souvent. Donc le collagène, c'est une protéine et c'est la plus abondante. En fait, ce sont des glycoprotéines particulièrement qui sont très résistantes aux agents chimiques. Et le seul moyen de les dégrader, c'est par la collagénase. Donc le collagène, il va faire une synthèse intracellulaire par les fibroblastes, dont on a parlé tout à l'heure, les cellules qui sont étoilées. Et en fait, on va retrouver un assemblage de 3 chaînes polypeptidiques. Là, ça vous dit rien, mais vous allez voir dans les diapos suivantes, vous allez mieux visualiser et mieux comprendre. Il existe plus de 10 types de collagène différents. On va également les voir et ils sont à connaître par cœur. Il faut savoir, il est à noter, que les polymères de collagène sont solides et inextensibles. Et dans certains tissus, on trouve un assemblage en réseau parallèle qui va permettre de former des faisceaux de collagène. Alors, la formation du collagène. Donc en 1, on peut observer la sous-unité alpha, et ça c'est le premier élément constitutif. Donc en fait, ça correspond à un polypeptide qui se compose de 338 triplés d'acides aminés. Ça doit vous dire quelque chose avec la bioche. Donc en fait, cela va permettre la spiralisation, ok, parce qu'il va y avoir une répétition de ces triplés d'acides aminés. Et donc ça va permettre de former du coup une spiralisation que vous allez voir juste après. Et donc en fait, ça va être riche en proline et en hydroxyproline. Donc ce que vous voyez en violet, en fait, c'est la chaîne alpha. Ensuite, en 2, on remarque qu'il y a 3 chaînes polypeptidiques. Et en fait, cela va former une triple hélice. On va obtenir du procollagène. Sauf au niveau des extrémités. Et au niveau des extrémités, on va observer des télopeptides. En fait, c'est vraiment le synonyme du mot extrémité. Ensuite, en 3, en fait, ça désigne la sécrétion du procollagène dans l'espace extracellulaire. Et en fait, cette sécrétion de procollagène va venir cliver nos télopeptides, cliver nos extrémités. Et cela va former du tropocollagène. Pour l'image 4, en fait, les molécules de tropocollagène, elles vont venir s'agréger latéralement les unes aux autres. Et il va y avoir un certain chevauchement. Donc, grâce à des liaisons covalentes, on va former des fibrilles de collagène. Et ces fibrilles de collagène vont s'assembler pour former des fibres de collagène. Donc moi, j'avais un petit mémo. En fait, il faut vraiment penser à procollagène synthèse intracellulaire, tropocollagène synthèse extracellulaire. Alors, j'y ai réfléchi. Bon, moi, j'en avais pas, mais j'y ai réfléchi pour vous. Les filles sont des pros pour glow up avant de sortir de chez elles. Donc, elles glow up, elles le glow up chez elles. Donc, c'est des pros, quoi. Et ensuite, elles sont trop belles pour sortir. Donc, tropocollagène en extracellulaire. Bon, c'est pas le meilleur mémo qui puisse être, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Après, vraiment, ça vient tout seul. Vous comprenez qu'à la base, on part du procollagène au niveau de la triple hélice et qu'au moment de la sécrétion de procollagène en extracellulaire, on clive les deux extrémités, les télopeptides, et on obtient du tropocollagène. Vraiment, la répétition, ça ira. Donc je refais un récap pour vraiment bien que ça s'ancre dans votre petite tête. Donc comme on l'a dit, pour faire court, on part d'un assemblage en triple hélice de procollagène. Sur les côtés, on a des télopeptides. Au moment de la sécrétion du procollagène, au niveau extracellulaire, les télopeptides sont clivés et à la place se forme du tropocollagène. Ensuite, via un chevauchement, on obtient des fibrilles qui vont former des fibres. Ces fibres formeront par la suite des faisceaux. Donc, comme je l'ai dit, il existe un chevauchement particulier au sein des fibrilles.
qui va permettre la formation des fibres. Alors ce tableau, c'est par cœur. On distingue 3 types de collagène. Le collagène fibrillaire, le collagène microfibri et le collagène indéterminé. Et ces 3 types sont bien à différencier, ça tombe systématiquement en QCM. Et c'est vraiment des pièges que je vais vous faire tout au long du semestre. Donc, le collagène fibrillaire de type 1, il concerne les tissus conjonctifs. Le collagène fibrillaire de type 2, le cartilage. Le collagène de type 3, la réticuline. Le collagène du type 5, le placenta ou péricellulaire. En fait, il faut faire super attention. Le collagène de type 5 appartient au collagène fibrillaire, mais le collagène de type 4 appartient au collagène microfibri. Et du coup, le collagène de type 4 désigne les lames basales. Le collagène de type 6 désigne les fibres élastiques. Celui de type 7, la peau. Et enfin, le 8, 9 et 10, les collagènes mineurs. Donc eux, ils sont indéterminés. Alors les fibres élastiques, elles sont présentes dans la majeure partie des tissus conjonctifs. Et donc leur principal constituant, c'est l'élastine. C'est facile à retenir. Le précurseur, donc ce qui permet d'obtenir de l'élastine, c'est la tropoélastine. Et au sein des fibres élastiques, on trouve de l'élastine en majeure partie, mais aussi de la fibrilline. Il est à noter que la capacité de synthèse de l'élastine, donc le principal constituant des fibres élastiques, est maximale à la fin de la vie fœtale. Et l'élastine va disparaître progressivement au cours de l'âge adulte pour être remplacée par du collagène. La substance fondamentale, on y arrive enfin. Comme je l'ai répété déjà 2 fois, elle a un aspect qui est amorphe en microscopie optique. Et en microscopie électronique, on retrouve un réseau de glycosaminoglycanes, de polysaccharides. Normalement, microscopie optique, microscopie électronique, ça doit vous faire un petit tilt avec la biocelle du S1. Alors, on note que les glycosaminoglycanes sont chargés négativement et hydrophiles. Donc ils aiment l'eau et ils sont chargés négativement. Ils vont retenir les ions comme le sodium ou l'eau. Et en fait, cela va permettre un maintien d'une architecture, donc pour empêcher la déformation du tissu. La majorité des glycosaminoglycanes, ils font des liaisons, sauf l'acide hyaluronique. Du coup, ce qui est important à retenir, c'est que les glycosaminoglycanes plus les protéines de la matrice extracellulaire vont permettre de former des protéoglycanes. Et vraiment, c'est en gros la base, enfin le début, c'est le glycosaminoglycane qui va permettre de former le protéoglycane et pas l'inverse. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un piège qui est assez récurrent. On peut vous dire protéoglycane plus protéine de la matrice extracellulaire est égal à glycosaminoglycane, et du coup, c'est faux. La matrice extracellulaire, elle va contenir aussi des protéines d'adhésion. Donc, ce sont des glycoprotéines, en fait, qui vont permettre de faire le lien entre les cellules au contact du tissu conjonctif et la matrice extracellulaire. Et cela par le biais des intégrines. Les intégrines, ce sont des protéines cellulaires transmembranaires. Et en fait, elles sont amarrées à des protéines intracytoplasmiques, plus la matrice extracellulaire. Je sais que cette partie, en vrai, elle peut paraître un petit peu quand même grossière. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations, mais vous verrez dans ma fiche, c'est super clair. C'est vrai que là, pour la tuto rentrée, ce cours est assez complet et quand même, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir. Mais vous verrez, au fur et à mesure, quand on détaille les parties et quand on les voit une à une, c'est plus simple. Donc, on va commencer par la première protéine d'adhésion, c'est les intégrines. Donc, ce sont des protéines transmembranaires qui sont associées à des protéines à la fois intra et à la fois extracellulaires. Donc, il y a une jonction entre les constituants intra et extracellulaires. Et donc, les intégrines, elles sont enchâssées à la membrane. La fibronectine, c'est aussi une glycoprotéine, mais elle a 2 chaînes identiques. Vraiment, les 2 chaînes sont pareilles pour la fibronectine. Ça, c'est important. Et la fibronectine, elle est synthétisée et sécrétée par les fibroblastes. Donc en fait, on va retrouver une extrémité qui est reliée aux intégrines transmembranaires, parce qu'on a dit que ça permettait de faire le lien, mais on a aussi une autre extrémité qui est reliée aux protéines de la matrice extracellulaire. Par faire le lien, j'entends que du coup... Ah, je suis pas sur la bonne diapo. Mince. Je disais que par faire le lien, j'entends que la fibronectine est à la fois reliée à la matrice extracellulaire, mais aussi au tissu conjonctif, par le biais de l'intégrine, comme on l'a déjà dit. Et enfin, je fais un petit spoil, la laminine,
C'est aussi une glycoprotéine multifonctionnelle, mais celle-ci se trouve dans les lames basales. Donc elle va permettre le lien entre le tissu conjonctif et la lame basale. Comme les autres, elle dispose d'un domaine de liaison aux intégrines et d'un autre lié aux protéines de la matrice extracellulaire. Et on le retrouve, enfin en tout cas on retrouve la laminine entre le tissu conjonctif et les épithéliums, entre le tissu conjonctif et les cellules adipeuses, et également entre les cellules musculaires et les cellules de Schwann. Ça vous le verrez avec Naëlé, mais les cellules de Schwann, c'est des cellules qui sont nerveuses. Restez accrochés, maintenant on passe à la lame basale. Alors la lame basale, qu'est-ce que c'est? Déjà, on trouve du collagène de type 4, comme on l'a vu dans le tableau tout à l'heure. Donc le collagène de type 4, il est organisé en réseau et on le trouve essentiellement dans la lamina densa. On trouve aussi des protéoglycanes et également des glycoprotéines d'adhésion, comme la laminine qu'on vient de voir, qui est en réseau, et qu'on trouve dans la lamina lucida. Elle est réunie grâce à du collagène de type 4. La lame basale est composée de 3 couches, donc on va essayer de les détailler un petit peu, mais ne vous attardez pas trop dessus à la tuto rentrée. Donc on a en premier, la plus superficielle, la lamina lucida ou rara. Elle est accolée à la surface membranaire cellulaire. Donc elle est claire aux électrons. Pourquoi? Parce qu'elle est lucide. C'est un petit mémo. Elle est traversée par les intégrines, nos fameuses intégrines, et elle va permettre une connexion à la lamina densa, qui est juste en dessous. Alors la lamina densa, elle est en dessous de la lamina lucida, c'est la plus épaisse, et surtout, elle est intermédiaire. Elle va émettre des prolongements dans la lame fibroréticularis. Et la lamina densa, comme on l'a dit, elle contient du collagène de type 4 qui est relié au réseau de laminine, donc la glycoprotéine d'adhésion qu'on a vu précédemment. Elle va également contenir du collagène de type 4 et aussi du collagène de type 7. Enfin, la dernière couche, c'est la lamina fibroréticularis. C'est la partie la plus profonde, ok. Donc la plus épaisse et la intermédiaire, c'est la densa. La lamina la plus superficielle, c'est la lucida. Et enfin, la lamina la plus profonde, c'est la fibroréticularis. Donc la lamina fibroréticularis, elle a un tissu conjonctif d'épaisseur variable et elle va contenir des fibrilles de collagène de type 3. Et elle contient également des fibres élastiques. Donc là, je sais que vraiment, c'est pas vraiment visuel, ok? Donc il y a un tableau dans ma fiche que j'ai fait, vraiment récap. Il est super bien et je pense que vous allez peut-être mieux comprendre. Ce schéma aussi, donc il va montrer les 3 types de lames, mais je vais essayer de vous sortir une fiche récap où je vous redessine le schéma. Parce que je sais qu'à chaque fois que j'arrivais à cette partie, personnellement, je me refaisais le schéma, je faisais des flèches, et c'était tout de suite plus visuel pour moi de bien voir qui était connecté à quoi, qu'est-ce qui permettait de connecter quoi à quoi, pour que ce soit dans ma tête. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos pour une partie du cours. Mais vous notez bien que en premier, on a la lucida, en deuxième, on a la densa, qui du coup est dense, la lucida qui est claire, et enfin la fibroréticularis, la troisième qui est la plus profonde, ok? Maintenant, on passe à une partie qui est un petit peu plus chill, ça va, et vraiment c'est bientôt la fin. Alors, la classification des tissus conjonctifs, elle va reposer sur la proportion relative par rapport à la quantité de substances fondamentales et par rapport à la quantité de cellules. Donc on va distinguer d'un côté les tissus conjonctifs qui sont denses et de l'autre les tissus conjonctifs qui sont lâches. En ce qui concerne les tissus conjonctifs lâches, ils sont donc pauvres en fibres mais riches en substances fondamentales. On va voir le tissu lâche non spécialisé. Alors lui, c'est le plus répandu chez l'homme. Ces fibres, elles sont donc dispersées, ok, et sans orientation spécifique. Il est non spécialisé. Ensuite, on va distinguer le tissu mucoïde. Alors lui, il est très lâche, avec une substance fondamentale qui est abondante. Donc la principale caractéristique du tissu conjonctif lâche. Et alors lui, en fait, il est typique du tissu mésenchymateux embryonnaire. Ensuite, on va avoir le tissu adipeux, donc le tissu graisseux, sous forme de graisse blanche et brune, avec les adipocytes. Et enfin, on a le tissu réticulé. Alors lui, c'est une charpente en fait de collagène qui est uniquement faite de réticuline. Et la réticuline, on a dit que c'était du collagène de type 3. Elle va entourer les cellules. Ensuite, au niveau du tissu conjonctif dense, là c'est l'inverse, ok?
Le tissu conjonctif dense, il est riche en fibres, contrairement au tissu conjonctif lâche, mais il est pauvre en cellules et pauvre en substances fondamentales. On distingue le tissu conjonctif dense orienté avec des fibres qui sont donc parallèles et qui sont en fait en rangée parallèle de fibrocytes. Donc on les retrouve dans les tendons et les ligaments. Et dans le cours, on a une petite aparté sur le stroma cornéen, donc au niveau de l'œil, de la cornée, avec des fibres de collagène 1 et 4 qui sont rangées de manière parallèle et superposées aussi régulièrement. Et cela va permettre en fait la transparence du milieu. Donc si ce n'était pas rangé de manière ordonnée, orientée, le milieu ne serait pas transparent. Et au niveau de votre œil, ce serait quelque peu problématique parce que si c'est pas transparent, c'est que forcément c'est opaque et on voit plus. Donc c'est un petit peu relou quoi. Pour ce qui est de l'implication en médecine, alors là, vous allez voir, ça va être vraiment de la pathologie, donc il faudra vraiment connaître quelle pathologie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est associé à quoi. Donc on va commencer par la pathologie du collagène qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos, ok. C'est un déficit de procollagène peptidase. Donc en fait, on va avoir une mutation du gène codant pour la lysylhydroxylase, et cela va induire des luxations récidivantes de grosses articulations, une hyperélasticité cutanée ou une hyperélasticité articulaire. En fait, vraiment, cette maladie va faire qu'il n'y a plus vraiment de résistance au niveau du collagène. Et en fait, vraiment, on va pouvoir être... Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont hyper laxes, mais vraiment, ils sont super souples. Et en fait, ils peuvent pas se casser quelque chose vraiment, tellement ils sont souples. Et ça, c'est dû à la mutation du collagène. D'ailleurs, petit aparté, en stage, en kiné, j'ai vu des patients avec des pathologies, en gros, post-opératoires. Et il y avait une fille qui était justement, qui avait ce syndrome-là. Elle jouait au handball et en fait, à chaque fois qu'elle lançait la balle, elle se luxait l'épaule sans jamais se faire mal parce qu'elle était hyper laxe. Ensuite, on a la maladie du scorbut. Alors elle n'existe presque plus aujourd'hui et elle est due à une carence en vitamine C. Donc l'homme, il a besoin de vitamine C pour la synthèse de collagène, toujours. Et le fait qu'il n'y ait plus de collagène, enfin plus de carence en vitamine C, en fait, il va y avoir un problème au niveau du collagène et ça va former des troubles de cicatrisation, de l'atteinte dentaire importante avec une purulence des gencives et un déchaussement des dents. Donc comme quoi le collagène c'est vraiment super important dans notre organisme. Troisième pathologie, c'est l'ostéogenèse imparfaite. Donc là, il y a également une mutation du gène codant pour le collagène de type 1, donc tissu conjonctif. En fait, le collagène fibrillaire, il constitue la majeure partie de la structure. Donc si jamais il y a un problème, cela peut former des fragilités osseuses, des fractures à répétition, un développement osseux anormal, des déformations osseuses et un os de qualité anormale. Et les os, c'est vraiment... en fait, le collagène permet vraiment à l'os d'être résistant et solide. Donc si jamais il y a un problème, forcément que ça se répercute sur la qualité de l'os. Il y aura aussi d'autres signes typiques comme la sclérotique de l'œil bleu, que vous pouvez voir avec une image juste en dessous, ou une possible surdité, donc des problèmes au niveau de l'audition. Une dernière diapositive, et après je vous laisse tranquille, c'est la pathologie des tissus élastiques, c'est le syndrome de Marfan. Donc alors c'est une maladie autosomique dominante. Il y a une mutation du gène de la fibrilline 1. Et en fait, ce qui va se passer, on va avoir un spectre clinique qui est assez visible, donc des bras et des jambes très longs. On qualifie cela de dolicosténomélie. On aura également des doigts allongés, arachnodactylie, à ne pas confondre. Arachnodactylie, vos doigts, ça fait une araignée en soi. Enfin, vous avez l'image dans la tête, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, une cage thoracique en entonnoir, c'est qualifié d'un pectus excavatum, une scoliose aussi, une atteinte du cristallin ou du système cardiovasculaire. C'est la fin de ce premier cours. Je sais que ça fait vraiment beaucoup d'informations d'un coup. Donc, j'espère que vous avez bien compris la vidéo. Attendez de voir la fiche, en vrai. Et vous verrez que même si vous bossez le cours au début, partie par partie, ça ira mieux. Moi, je sais qu'au début, ce cours-là, je le faisais d'abord les cellules, ensuite la partie sur la matrice extracellulaire, ensuite la partie sur l'implication en médecine, la partie sur les lames basales et les protéines d'adhésion. Et ça me permettait vraiment de bien visualiser et de bien comprendre chaque détail du cours, plutôt que de me précipiter et de vouloir tout apprendre d'un coup en loupant vraiment beaucoup de détails. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum ou sur le Discord. J'espère que votre rentrée va bien se passer et on se retrouve bientôt. Bisous!